Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Nous sommes en guerre. La ville de Paris est une ville bien gérée. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Nous sommes dans une guerre hybride. Tous ces crétins de salariés, ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon âge. Les filles, les gars, mais ça se fait pas. Non? Ah non, c'est ben trop genré pour les jumeaux. OK. Fait que t'es en train de me dire que cette année, on est tous des humains. On est des humains. C'est ça qu'on est, hein? On est des humains. Vas-y, dis-le, Louis. On est des humains. Oui, Jean-François. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Il l'a dit vous vous rappelez, juillet 2021, Emmanuel Macron, président de la République. Mais on est en guerre un peu partout. C'est l'Ukraine, la Russie, et puis on est en guerre au Haut-Karabakh. Au Karabakh, 4400 km², superficie de la Haute-Savoie. 150 000 habitants, une population à 99% arménienne, 120 000 habitants, pardon, à 99% arménienne par la langue, la culture et la religion. Rapidement, un historique, vous savez, quand il y a eu l'effondrement, l'éclatement de l'URSS, c'est bien la région du Haut-Karabakh, dans le Caucase, donc, a proclamé son indépendance en 91. Ce séparatisme a été refusé par la République d'Azerbaïdjan, les Azéris qui ont envoyé l'armée résistante des habitants du Haut-Karabakh. Il y a eu un conflit, donc à l'époque, il y avait 30 000 morts, des centaines de milliers de déplacés. Mais la région est devenue indépendante. Le Haut-Karabakh, sans être reconnu, il faut le dire, ni par l'ONU, ni par la communauté internationale. Alors, en 94, donc il y a pratiquement 30 ans, un cessez-le-feu. Mais ça a recommencé à l'année 2020. Et depuis 2020, il faut se rappeler, depuis 8 mois très exactement, le Haut-Karabakh fait l'objet d'un blocus total de la part des autorités azéries. C'est-à-dire que pour ravitailler la population, nourriture, médicaments, santé, eh bien, les Azéris ont complètement encerclé le Haut-Karabakh. Et il y a eu ce qu'il y a eu hier et avant-hier, opération militaire lancée par l'Azerbaïdjan dans l'enclave du Haut-Karabakh. Et aujourd'hui, on vient d'annoncer un cessez-le-feu. En tout cas, ils déposeront les armes dans le cadre d'un cessez-le-feu après une médiation des forces russes. On vient de l'apprendre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, bonjour, monsieur Kevorkian. Bonjour, monsieur. Vous êtes représentant du Haut-Karabakh. On va tout de suite parler de ce qui se passe dans ce pays. Et encore une fois, comme un peu partout, aussi bien dans les Balkans qu'ailleurs, quand un peuple veut son identité, c'est très, très, très difficile apparemment. Les auditeurs de Sud Radio. Effectivement, l'Arménie. Et Arménie, voilà, de temps en temps, effectivement, on se dit, voilà, il y a déjà l'Ukraine, la Russie, etc. Et puis voilà, le Haut-Karabakh, on en a parlé, j'en ai parlé un peu en introduction. Et puis voilà qu'aujourd'hui, un cessez-le-feu, on demande, je rappelle que la présidence d'Azerbaïdjan a demandé aux forces armées arméniennes illégales, dit-il, selon l'Azerbaïdjan, doivent hisser le drapeau blanc, rendre toutes les armes et le régime illégal doit se dissoudre. Autrement, les opérations antiterroristes continueront jusqu'au bout. Alors voilà, on en est là aujourd'hui, donc cessez-le-feu, effectivement, il faut que les armes cessent, il faut quand même qu'on discute, on dit toujours ça, mais ce sont des mots. Bonjour, monsieur Kevorkian. Bonjour, messieurs. Vous êtes représentant du Haut-Karabakh en France. Alors, à votre avis, c'est une situation qui reste extrêmement, je dirais, préoccupante, dangereuse. Ce cessez-le-feu, tant mieux si on arrête un peu les morts et les tueries, mais à votre avis, c'est provisoire. Qu'est-ce qui se passe? Où en est-on aujourd'hui vraiment? D'abord, un grand merci de votre aimable invitation et m'a donné la possibilité de raconter ce qui se passe depuis hier dans mon pays, le Haut-Karabakh. Donc ce petit pays, comme vous l'avez rappelé, où il reste seulement 120 000 Arméniens désormais. Il y en avait beaucoup plus encore il y avait plus avant la guerre que nous avons eue il y a 3 ans, avant l'agression de 2020 de la part de l'Azerbaïdjan. Donc depuis hier, il y a une nouvelle attaque, nouvelle agression de la part de l'Azerbaïdjan, de Bakou, avec l'objectif de finir définitivement de cette population arménienne qui reste sur ce territoire.
Vous savez, cette guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan in fine, n'a pas cessé depuis 2020. Nous avons passé 3 grandes étapes. Première étape, c'est la possession, la prise sous contrôle azerbaïdjanais de vastes territoires. Ce qui nous reste désormais, ce n'est plus 4400 km² que vous rappeliez tout à l'heure, mais seulement 2900 km². Ça, c'était la première étape en septembre-novembre 2020. Deuxième étape, ça a été la tentative, et je crois que l'Azerbaïdjan a réussi, ou est en train de réussir, c'est de couper tout lien avec la République d'Arménie, et ce lien se passait par ce couloir de la Chine, la seule route, le seul couloir qui reliait le Haut-Karabakh à l'Arménie et donc au monde extérieur, parce que le Haut-Karabakh est totalement enclavé par l'Azerbaïdjan. Et donc, cette troisième phase est arrivée hier, et aujourd'hui, nous sommes contraints de déposer les armes. Tout ce qui nous restait, ce sont nos maigres forces d'autodéfense qui n'ont pas suffi à résister un jour, donc plus d'un jour, même si les nôtres ont combattu héroïquement. Les dés étaient jetés d'avance et nos forces armées d'autodéfense ont déposé les armes avec une perspective extrêmement noire, extrêmement sombre, ce qui va s'apparenter à mon sens et à ma conviction un nettoyage ethnique acté, accepté, fait par l'Azerbaïdjan. Donc, monsieur Kevorkian, parce que c'est grave ce que vous dites, et c'est grave si ça se passe, évidemment, terrible. Vous dites que l'intention, quand même, de l'Azerbaïdjan, c'est que le Haut-Karabakh soit qui est vidé des Arméniens, qu'il n'y ait plus de population arménienne dans le Haut-Karabakh. C'est ça l'intention, d'après vous? Oui. L'Azerbaïdjan demande le départ des forces arméniennes du Haut-Karabakh, mais en disant des forces arméniennes. Mais il ne parle pas le départ de la population. Il parle de la population également. Parce que, cher monsieur, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a eu une proclamation non reconnue de l'indépendance du Haut-Karabakh, qui est survenue en 1991 à la suite de l'Union soviétique, soviétique. Sachez que cette question n'a jamais été une question de principe pour la population du Haut-Karabakh. D'autres régions azerbaïdjanaises, avant la fin de l'Union soviétique, étaient peuplées jadis d'Arméniens, comme c'est le cas du Haut-Karabakh. Aujourd'hui, ces régions, aucune région jadis peuplée d'Arméniens n'existe en Azerbaïdjan. Ces exemples sont suffisants pour que nous puissions les voir et comprendre quel est le véritable objectif de l'Azerbaïdjan. Et si nous avons proclamé notre indépendance, et si nous nous sommes organisés en autodéfense pour nous défendre tout simplement, c'est parce que pour que nous puissions rester sur ce territoire. La guerre en 2020, la victoire écrasante de l'Azerbaïdjan, le blocus et l'arrêt, en fait, la fin de ce cordon ombilical entre l'Arménie et le Haut-Karabakh. Et puis enfin, la disparition, la dissolution des maigres forces d'autodéfense qui nous restaient sont hélas le glas, la fin des Arméniens du Haut-Karabakh, et les négociations qui s'annoncent seront certainement des négociations du départ forcé des Arméniens du Haut-Karabakh, parce que il faut aussi, et merci aussi de me permettre de le dénoncer, dire que l'Azerbaïdjan est un État raciste, anti-arménien, où tous ceux qui tuent les Arméniens, les civils, les militaires, sont glorifiés, sont considérés comme des héros de la nation. Et dites-moi, comment est l'Arménie, la République arménienne, puisque enfin je dirais que c'est la métropole, si je peux dire, elle n'a pas réagi, elle a réagi, alors évidemment elle a réagi, elle vous soutient, etc., mais elle n'a pas les moyens, donc ni militaires ni autres, de peser sur ces événements. Exactement. L'Arménie, la République d'Arménie, face au danger de mort qui a toujours pesé, en fait, depuis avant même l'indépendance, mais surtout depuis l'indépendance de la République d'Artsakh,
s'est toujours posé comme le garant de la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh. Cette Arménie Mais elle ne peut pas la garantir aujourd'hui. Extrêmement affaiblie suite à la guerre de 2020. Elle n'a plus les forces nécessaires pour garantir cette sécurité. Et cette sécurité n'est plus garantie par personne. Et c'est là la réalité dans notre pays. Et vous dites, quand vous dites n'est plus garantie par personne, on entend quand même des puissances, notamment Emmanuel Macron, enfin la France, puis d'autres, qui condamnent fermement l'agression de l'Azérie, il faut se remettre sur la table des négociations, etc., etc. D'autres pays aussi ont pris position, pas tous, loin de là, mais en fait, soyons clairs, ce sont des déclarations et elles ne peuvent pas être suivies des faits. Ce sont hélas des déclarations, cher monsieur. Ça fait 9 mois que l'Azerbaïdjan bloque le seul couloir qui alimentait ou qui alimente la population du Haut-Karabakh en énergie, en gaz, en vivres de première nécessité, en médicaments. La population du Haut-Karabakh mourrait et meurt au moment où je vous parle de l'arme, de la famine que l'Azerbaïdjan a imposée à cette population. Aujourd'hui, vraiment, ils sont affamés, ils manquent de beaucoup de choses. Ils sont affamés depuis 9 mois et malgré l'ordonnance normalement juridiquement contraignante de la Cour internationale de justice, qui a ordonné à l'Azerbaïdjan d'ouvrir dans les deux sens la circulation du couloir de la Chine. L'Azerbaïdjan a ignoré. Et depuis hier, l'Azerbaïdjan, par les armes, une fois de plus, c'est-à-dire par la violence, non seulement par la menace, mais par la violence, a imposé sa volonté. C'est ça l'action de l'Azerbaïdjan. Et quand on parle du dialogue, quand on parle de des négociations, ce sont des mots vides si derrière chaque début de négociation, chaque début de pourparler, il y a une violence imposée. Mais est-ce que c'est, hélas, le triste rapport de force, je parle dans le monde, en tout cas, dans le monde en général, mais dans cette partie du monde en particulier, qui fait que la Turquie, que d'autres pays font des déclarations, mais se tiennent tranquilles en disant nous n'intervenons pas, en fait, nous n'allons pas intervenir. C'est pas nouveau, hélas, dans le monde où nous avons vu des pays se faire fracasser. Et puis, rappelons-nous quand même l'Arménie, vous avez quand même des souvenirs, en 1915, le génocide, 1,5 million de personnes. Voilà, il y a des peuples qui ont des mémoires aussi, sans comparaison les paraisons, bien sûr. Mais au fond, est-ce que vous pensez que ça peut aller jusqu'à toucher l'Arménie elle-même, la République arménienne elle-même ? Vous savez, monsieur, je suis tout à fait d'accord. Les guerres, les destructions font partie de l'histoire de l'humanité, de l'être humain. Hélas. Hélas. En revanche, des crimes contre l'humanité, des crimes contre la population civile désarmée sans défense, qui ne représentent aucune menace pour une partie des conflits, en l'occurrence l'Azerbaïdjan, la volonté d'éradiquer la présence d'une population civile sont tout de même rares dans l'histoire de l'humanité. Et c'est ce qui se passe dans notre région aujourd'hui. L'arme de la famine, tout de même, peu de pays ont utilisé, heureusement, fort heureusement, dans les guerres pour imposer leur volonté. C'est ce que fait l'Azerbaïdjan. Oui, ça peut toucher l'Arménie, bien entendu, parce que cette population restant de 120 000 personnes aujourd'hui, comment l'Arménie va absorber cette population, l'Arménie va absorber, de quelle manière, qu'est-ce que fera cette population, est-ce que le pouvoir résistera à ce choc, le pouvoir arménien tout ça, ce sont des questions qui vont... Une question que je vais vous poser importante. Les Arméniens sont dans ce territoire, disons Azerbaïdjan, dans d'autres régions, depuis combien de temps? Depuis quand? Historiquement, cette population arménienne est là depuis... Depuis le début de l'histoire, nous considérons depuis 3000 ans, parce que c'est notre foyer, c'est dans ce foyer que nous sommes, que notre peuple, que notre nation est née. Vous savez, le Haut-Karabakh, comme d'ailleurs tout le reste de l'Arménie, depuis le IVe siècle, est devenu chrétien, parce que l'Arménie, dans son ensemble, a pris la décision de devenir la première nation, le premier État chrétien. Le Haut-Karabakh a adopté aussi
aussi l'alphabet arménien dès sa création. Et la première école en langue arménienne a été créée en Arménie, sur tout le territoire arménien du royaume d'Arménie, au Haut-Karabakh, dans ce monastère du 4e siècle. Il faut rappeler, c'est des millénaires, c'est pas seulement des siècles, c'est des millénaires. C'est des millénaires que les Arméniens vivent, et contrairement à d'autres territoires arméniens, le Haut-Karabakh, faisant partie en 1915 ou au début du XXe siècle de l'Empire tsariste, n'a pas connu, et avant le Haut-Karabakh faisant partie de l'Empire perse, n'a pas connu le génocide. Donc il y a eu une vraie discontinuité de la présence arménienne sur ce territoire, contrairement à d'autres territoires où le génocide a marqué. Ils ont toujours été là, et écoutez, ce qu'on peut vous dire et vraiment espérer, c'est qu'ils seront toujours là, en dépit effectivement des vicissitudes et des drames qui se passent. Merci Monsieur Kevorkian, et on continuera évidemment à vous suivre et à vous accueillir. Merci à vous, monsieur. Merci Monsieur Kevorkian. Je rappelle que vous êtes représentant du Haut-Karabakh en France. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec au programme la révolution woke du Québec. On sera avec Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef du Libre Média. A tout de suite sur Sud Radio. Nous aussi, et on adore le Québec. Et on est heureux d'accueillir Jérôme Blanchet-Gravel, qui est rédacteur en chef de Libre Média, c'est bien ça? Bonjour, oui, merci. Bonjour, Jérôme, vous êtes effectivement, vous êtes sur les réseaux, vous êtes sur Internet, et vous avez vos tribunes, vos blogs et vos éditoriaux. Alors, et j'ai profité, vous m'avez appelé, vous dites, voilà, je suis de passage à Paris, on s'était connus au Québec, et il y a beaucoup de choses à dire, et vous trouvez très 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 bien, parce que effectivement, on a suivi les convois de la liberté, on a suivi ce qui est passé avec le Covid, aussi bien chez vous que chez nous, on a suivi les narratifs divers et variés, et puis on a suivi un certain nombre de choses, et là, je voudrais que vous en parliez, parce que on voudrait savoir où vous en êtes, vous, l'état un peu des lieux, et je voudrais vous faire écouter quelque chose qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux hier, c'est la fête des Gémeaux. Alors, écoutez, auditeurs résistants de Sud Radio, ce passage de la fête des Gémeaux. Écoutez. J'aimerais entendre les filles. C'est pas si mal. De ce côté-ci, je vais entendre les gars. Ça va mieux. OK, je vais entendre les filles jusqu'en haut. Les gars. Les filles. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est trop. Oui. Les filles, les gars, mais ça se fait pas. Non? Ah non, c'est ben trop genré pour les Gémeaux. OK. Fait que t'es en train de me dire que cette année, on est tous des humains. On est des humains. On est des humains. OK, c'est ça, j'ai compris, on est des humains. On est des humains. On est des humains. On est des humains. C'est ça qu'on est, hein? On est des humains. Vas-y, dis-le, Louis. On est des humains. Oui, Jean-François. Oui, on n'est pas une fille. On n'est pas une fille, on n'est pas un gars. Non, ça n'existe plus, ça. Hein. Sinon, vous êtes un réactionnaire à la droite d'Adolf Hitler, ça n'existe plus. Un garçon, une fille, on est des humains, on est des humains, on est humains. Jean, qu'est-ce qui se passe là? Excusez-nous un peu remarqué. On le sait un peu parce que on n'est pas très loin, mais quand même, voilà, il dit, alors, il interrompt, c'est formidable, évidemment, c'était préparé, l'animateur qui dit, mais non, oui, les filles, allez-y, on entend les filles, oui, les gars, allez-y, on entend les gars, puis mais non, les filles, le gars, c'est fini, ça. C'est quoi, c'est fini, ça? On est des humains. Je pense qu'ils sont plus des transhumains, à mon avis. Malheureusement, le Canada et le Québec en particulier est devenu le laboratoire de toutes les idées woke. Vous savez, au Québec, on est colonisé. Vous savez, bon, c'est l'Empire britannique qui nous a brisés. Ensuite, on a été dominé par l'Église. Maintenant, on est dominé par l'État. Maintenant, par le wokisme. Le Québec n'a pas de défense. C'est-à-dire qu'on est une nation... On n'a pas de défense immunitaire. Exactement. On n'a pas d'immunité contre cette colonisation idéologique woke, malheureusement. Donc, les idées woke qui viennent des États-Unis pénètrent très, très, très facilement au Québec. Et c'est ça qui s'est passé durant la crise sanitaire. Donc, le Québec est une nation, je le répète, brisée par la colonisation. Et c'est ça le drame du Québec. Hein? Donc, le Québec résiste très mal, beaucoup moins bien que la France, à cette colonisation idéologique qui vient des États-Unis. Et l'establishment québécois, et en particulier depuis la gestion de la pandémie, est particulièrement soumis au wokisme. Donc le wokisme, on le répète, le progressisme, le mélange de diversité culturelle et sexuelle. Donc le transgenrisme qui
s'impose très facilement à travers ses porte-paroles, notamment que sont les drag queens. Donc, on a tout un débat actuellement au Canada sur les toilettes, par exemple. Ah oui, alors vous allez parler de ça, parce que les drag queens, ça existe depuis très longtemps, et il n'y a pas de problème. Et là, vous dites qu'il y a un problème, les toilettes, c'est-à-dire, alors qu'est-ce qui se passe? Oui, justement, montrez-nous concrètement comment ça s'illustre tout ça. C'est assez surréaliste parce que le Québec vit un effondrement institutionnel absolument incroyable depuis la pandémie en particulier. Donc, la gestion de la pandémie a accéléré la chute du Québec. Donc, on manque d'enseignants, on manque d'infirmières, on manque de tout au Québec. On manque même de juges pour prononcer des sentences. Donc, il y a un déclin démographique incroyable. La population inactive par rapport à la population active, la proportion est démesurée. Et pendant ce temps-là, pendant que il y a des bouts de plafond qui tombent sur des élèves au Québec actuellement. Je ne sais pas si vous imaginez. Ah oui. Et on attribue ça au réchauffement climatique. Vous voulez dire? Les écoles tombent en ruine. Il y a des bouts de plafond qui tombent sur la tête d'élèves au Québec et on attribue ça au réchauffement climatique, imaginez-vous. C'est assez incroyable. Et pendant ce temps-là, on nous parle des toilettes. Et donc, la grande priorité du mouvement woke au Québec, c'est pas de régénérer le Québec, c'est d'instaurer des toilettes mixte. Vous voyez à quel point c'est déconnecté là, de la réalité populaire. Donc, le transgenrisme qui s'impose à vitesse grand V, qui n'est pas un mouvement marginal. Quelques chiffres, pour ceux qui pensent que c'est totalement marginal. Selon l'agence Reuters, qui n'est pas une agence complotiste, 1,64 million de gens de plus de 13 ans se déclarent transgenres aux États-Unis. 1,64 million de personnes, ça fait à peu près 20 % de la population du Québec. 1 million, oui, 64, oui, c'est pas mal, oui. C'est fou, là. Donc, cette idéologie-là, en fait, n'est pas seulement une idéologie, c'est également une industrie. C'est un nouveau marché du corps humain. Et vous avez aux États-Unis, au Canada, des médecins qui deviennent millionnaires en pratiquant des chirurgies sur des adolescents. C'est extrêmement grave, là. Ah oui, carrément, oui. Surtout, on laisse aux adolescents. Est-ce qu'au Canada, au Québec, l'adolescent peut choisir de se faire, allez, je n'allais pas dire charcuter, de se faire opérer, même à un âge très jeune, etc. C'est encore embryonnaire, ça dépend, mais oui, il y a des enfants qui sont autorisés à recevoir des bloqueurs d'hormones. Les compagnies pharmaceutiques, évidemment, s'en réjouissent. Et la gauche, où est la gauche? C'est la gauche qui est à plat ventre devant les compagnies pharmaceutiques durant toute la pandémie et qui maintenant soutient un mouvement, une industrie du changement de sexe, un nouveau marché du corps humain qui est loin d'être banal. Et donc, on a sur les réseaux sociaux plein de médecins qui utilisent, par exemple, TikTok, les réseaux sociaux où les jeunes sont très nombreux, bien sûr. Sont très nombreux pour promouvoir leur très humaniste pratique. Donc, oui, le mot est juste. On charcute des enfants au nom du progrès en Amérique du Nord. C'est extrêmement grave. Et est-ce que je pense que la France n'est pas à l'abri de ces idées-là? Un peu comme on l'a vu avec le multiculturalisme. Bon, je parlais avec des amis français cette semaine. On me disait, oui, la France va résister davantage à ce courant. Je ne suis pas certain. Parce que le transgenrisme a été importé en Amérique latine. Je ne sais pas si vous imaginez en Amérique latine à quel point c'était pas un terreau fertile pour ce genre d'idées-là. La culture est plutôt macho, si on peut se permettre. En Argentine, au Mexique. Ouais. Donc, si on a réussi, si les Américains ont réussi à importer le transgenrisme en Amérique latine, mais ça va venir en France aussi. Mais juste, alors, quelle est la position des autorités au Québec et au Canada? Est-ce que les autorités encouragent cela? Enfin, je veux dire, ou se maintiennent dans une neutralité plus ou moins affectée? Comment ça a pris quand même un tel essor que vous décrivez? Oui, les autorités, là, le gouvernement du Québec, à l'échelle provinciale, veut avoir mené une sorte de réflexion sur la question. On veut former un comité de sages, un comité scientifique, mais on sait que la science n'est plus la science. Là. On sait que... Science est la science, mais pas où on la cherche et pas où on l'entend. Exact. Oui, donc on sait qu'au nom de la science, on fait bien des choses aujourd'hui et on sait que c'est dans les universités, en fait, c'est dans le département d'études féministes, dans les universités américaines qui ont été reconverties en département d'études du genre. C'est de là que partent ces idées-là. Donc, c'est très pyramidal. C'est créé dans les universités, Oxford, Berkeley. C'est fou, là. Je veux dire, le mouvement transgenre est financé massivement là, par les institutions publiques, mais aussi par des compagnies privées. Dans la Silicon Valley, on est très, très loin d'une théorie du complot. Avec le transgenrisme, on prépare le terrain au transhumanisme. Ça, c'est pas non plus...
Et ça se traduit, vous dites, et par exemple, alors, les médias au Québec, les médias, que ce soit mainstream ou pas, comment le débat... Alors, il n'y a pas de débat au Québec, il y a pas, parce que souvent, quand je fais le commun, je dis oui, mais on n'a pas assez de débat, on n'a pas assez de discussion. Beaucoup de Québécois me disaient ça. Ben, vous êtes transphobe, André Berkoff. Vous êtes transphobe. Probablement. Donc, on désamorce les critiques de cette façon-là. Mais c'est ça aussi le drame du Québec, c'est-à-dire un consensus écrasant. On n'a pas vraiment de discussion. Évidemment, il y a des médias indépendants comme le nôtre, Libre Média, qui s'opposent à ce genre d'imposition, de colonisation idéologique. Mais dans les grands médias, on est plutôt du côté du courant trans. Mais c'est incroyable parce que ce sont des parents. Souvent, je comprends pas, moi, comment les parents peuvent laisser faire ce genre de courant. Moi, je suis pas transphobe du tout. J'ai question à tout, mais on peut se poser des questions sans passer, vous le savez, comme une espèce de réactionnaire et tout ça, ce qui ne veut plus strictement rien dire. Mais Jérôme Blanchet-Gravel, c'est pour vous, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Il n'y a pas de retour du balancier. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je viens de recevoir un bouquin de Pérez, je ne me rappelle plus de son prénom, sur une contre-offensive, un retour de balancier déjà qui s'amorce, je dis bien qui s'amorce aux États-Unis. Ouais. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des gens qui disent basta, trop c'est trop. On a reçu hier ici Nora Bussini qui a écrit un très beau bouquin d'immersion sur le woke en disant beaucoup de gens, vraiment et à lire, beaucoup de gens disent attendez, on veut bien, mais enfin le radicalisme le plus total, le plus extrême, ça va pas. On peut pas tomber dans des extrêmes les plus totales. Donc est-ce qu'il n'y a pas au Québec, au Canada, quand même quelque chose, des gens qui se disent, pas seulement vous, mais d'autres, basta così. Tout à fait. En fait, la société canadienne, comme la société américaine, est de plus en plus polarisée, et surtout depuis le convoi des camionneurs que vous avez bien suivi. Donc, les militants conservateurs veulent interdire les chirurgies et traitements de changement de sexe. J'étais présent avec Libre Média au dernier congrès du Parti conservateur dans la ville de Québec, où j'habite au Québec. Et oui, on sent qu'il y a un appétit pour, disons, des idées moins mainstream. C'est clair. Il y a vraiment un divorce entre une grande partie de la population et les grands médias. Donc, les grands médias ne représentent plus le point de vue d'une grande partie de la population. De même que les élus, les élus ne représentent plus le point de vue d'une grande partie de la population. Donc, il y a une crise de la représentation. Les gens ne se sentent plus représentés, non seulement par les médias, mais par leurs élus dans les parlements, non seulement à Québec, mais à Ottawa. Donc, il y a une grogne, il y a une colère. Comment va-t-elle s'exprimer, cette colère? Bonne question. Chose certaine, Pierre Poilievre, qui est le nouveau chef du Parti conservateur du Canada, on le sent très dynamique. Il est très prêt pour achever le règne de Trudeau. Ça fait presque 10 ans que Justin Trudeau est à la tête du Canada. Imaginez le drame. 10 ans, oui. On a vu d'ailleurs quelques vidéos où il se faisait huer. En tout cas, oui, peut-être pas partout. Mais on va parler aussi, je voudrais voir, de la gestion du Covid, du narratif du Covid. En sortant un peu du trans. Après peut-être cette petite pause, Esteban. On va revenir de parler de cette révolution woke du Québec. On est toujours avec Jérôme Blanchet-Gravel, qui est rédacteur en chef de Libre Média. Et si vous avez une question, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Encore une fois, le problème n'est pas jugé, le problème de voir que quand vous n'êtes pas dans tel ou tel mode, il y a une espèce de refus. En fait, au nom de l'inclusion et de l'inclusif, ces gens-là excluent. C'est vraiment ces gens-là discriminent. Ces gens-là, on le voit dans les cortèges, en tout cas un certain nombre, je parle des plus extrémistes. Eh bien, il dit, toi en tête de cortège, toi racisé là-bas, toi blanc ceci, toi noir cela, toi à moitié, etc. Je veux dire, c'est hallucinant, c'est un tri sélectif, quoi. Au nom de la diversité culturelle et sexuelle, on supprime la diversité intellectuelle. Donc c'est le grand paradoxe. Donc il n'y a aucune diversité d'idées, il n'y a aucune diversité d'opinions, mais on fait la promotion de la diversité culturelle et sexuelle qui s'entrechoque d'ailleurs. Ça, c'est intéressant. Le wokisme est en train d'imploser parce que on voit que des gens des communautés immigrées qui sont strictement opposés à la promotion du transgenrisme chez leurs enfants. Donc, on voit au Canada actuellement des manifestations... Les islamistes, enfin la religion... Exactement. Ça, oui. Donc, il y a des manifestations de Canadiens de confession musulmane très, très opposés à la promotion de la théorie de genre chez leurs enfants. C'est vrai aussi de d'autres communautés qui sont moins, disons, visibles. Mais par exemple, les Latino-Américains du Canada...
Vous comprenez, ils ne sont pas du tout favorables à ça. La femme, en fait, de Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada, Anaïda Poilievre, qui est d'origine vénézuélienne, c'est très intéressant. En fait, on est aussi devant un Canada immigré, mais qui est très opposé au wokisme. Ouais. Donc ça, c'est très paradoxal. D'ailleurs, il y a une chose extraordinaire, je ne sais pas si dans le Minnesota, dans une ville américaine des USA, et il y a eu un maire musulman qui a été effectivement élu, et il a enlevé les drapeaux LGBT qui tenaient partout. Il a dit non, écoutez, il y a le drapeau des USA, il n'y a pas le drapeau LGBT. Et qu'est-ce qui s'est passé? La communauté LGBT a dit, mais comment vous êtes racisés comme nous, on vous a élus, et voilà comment vous nous traitez. Comme quoi les contradictions, ça existe. Et l'histoire, où on en est avec le Covid et aujourd'hui? C'est le grand déni. C'est le grand déni. Ouais, au Québec, c'est ça qui me frappe le plus, l'absence de réflexion collective sur ce qui s'est passé durant les 2-3 dernières années, parce qu'on le sait, au Québec, ça a été pire qu'ailleurs. Je sais qu'en France, les gens ont été choqués là, par le genre de gestion autoritaire de Macron. Oui. Mais au Québec, je vous le dis, moi, je suis venu en France durant le confinement, durant la crise, et c'était pire au Québec. Les gens obéissaient davantage parce qu'au Québec, l'obéissance envers l'État est encore plus grande qu'en France, malheureusement. C'est probablement l'héritage catholique, c'est-à-dire qu'en France, l'État a remplacé l'Église. Donc, critiquer l'État, critiquer la bureaucratie, c'est une sorte de sacrilège. Vraiment, c'est très net. Francis Denis, un collaborateur de Libre-Média, a écrit un livre très intéressant là-dessus. Donc, comment l'État vraiment s'est substitué à l'Église au Québec. Au Québec, oui. L'État, c'est la nouvelle religion. Enfin, c'est le nouveau Vatican, quoi. Oui, et donc le purel, c'était la nouvelle eau bénite durant la crise sanitaire. Donc, c'était tout un ensemble de rituels. On se pliait à la grande messe du gouvernement Legault. Il y avait la Trinité, il y avait Legault, Arruda, la ministre Mécan. On était devant la Sainte Trinité et on était soumis à ce nouveau culte sanitaire. C'est incroyable. Non, vraiment, c'est incroyable. Moi, je m'en suis pas remis complètement. Je vous dis, j'ai passé la grande partie de la crise au Mexique. Parce que c'est hallucinant. Les parents de votre femme, imaginez, regardez ça du Mexique, le triste spectacle que c'était. J'ai eu mal à mon Québec, c'est triste. Je comprends. En tout cas, on va aller voir la Sainte Trinité, nous, les 7 et 8 octobre, que vous sachiez, parce qu'on vous en reparlera, bien sûr, auditeurs de Sud Radio, nos amis. Je vais donner on va participer à un débat sur la liberté d'expression avec Didier Raoult et avec Idriss Aberkane. On part du 7, enfin le week-end du 7 et 8 octobre. On sera à Montréal pour débattre de cela, et c'est organisé par la production France-Québec. Donc si vous voulez, vous allez sur leur site si vous voulez écouter ça en direct, mais on viendra en reparler ici avec Esteban, avec Thibault, avec Esteban Rania et Thibault Sadler, et on fera évidemment quelque chose ici dans l'émission. En tout cas, Jérôme Blanchet-Gravel, on vous verra là-bas, mais surtout, j'espère que vous tenez avec cette chape de plomb. Hein. Oui, c'est difficile, mais en même temps, je vous dis, il y a quand même des gens au Québec. Vous êtes venus, vous allez y retourner, vous êtes le bienvenu d'ailleurs. Vous êtes tous les bienvenus. Il y a quand même des gens avec qui discuter. Il faut continuer à résister. C'est une question c'est moral. Il faut résister à ce courant de pensée. C'est ce qu'on fait, et c'est ce que des millions de gens font en France et ailleurs, et heureusement. Merci, Jérôme. Merci à vous. Un grand merci pour l'invitation. Et à très bientôt. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Vous avez reconnu, vous avez entendu, notre Greta nationale, notre merveilleuse Greta, qu'on entend d'ailleurs beaucoup moins, hein, Greta Thunberg. Hein. À un moment donné, c'était l'idole des jeunes, absolue des jeunes du monde entier. Là, on l'entend moins. D'ailleurs, récemment, elle a défendu les banques. Oui, je vous assure, elle a défendu les banques. Enfin, il y a une chose que je comprends pas, mais c'est très important, l'écologie. C'est très important, la lutter contre la pollution. C'est très important, toutes ces saloperies de plastique et autres qui... Eh bien, je ne comprends pas la stratégie. Je suis pas le seul de ne pas comprendre. Par exemple, samedi dernier, vous voyez, à Colmar, des militants écologistes ont déversé un colorant vert dans les eaux de l'Aloche, la rivière l'Aloche à Colmar, pour protester contre l'enfouissement de déchets toxiques. Alors voilà, c'est Extinction Rebellion en Strasbourg.
qui a, dans un tweet, a dit voilà, aujourd'hui, nous avons décidé, une nouvelle fois encore, de dénoncer avec une action de visibilité, c'est bien dit, action de visibilité, l'enfouissement définitif prochain des 42 000 tonnes de déchets toxiques, amiante, arsenic, cyanure, sous la plus grande nappe phréatique d'Europe. Oui. Ben oui, c'est bien. C'est bien de montrer qu'il y a vraiment des problèmes, que si on met des tonnes de déchets toxiques sous une nappe phréatique sans précaution, j'espère qu'on a pris des précautions, évidemment qu'il faut dénoncer. Mais est-ce qu'il faut dénoncer en faisant quoi? En polluant la Lauche, en polluant la rivière de la Lauche, de colorant vert. Mais ce colorant vert, alors ils disent oui, c'est totalement inoffensif. Eh ben le maire de Colmar est pas d'accord du tout. Il dit que les habitants, et d'ailleurs il y en a qui nous ont téléphoné, ont constaté, suite au déversement du colorant, de nombreux poissons morts à la surface de la Lauche. Il dit j'ai vu ça, on n'a pas ça d'habitude. Alors le produit est censé disparaître rapidement, mais l'eau est toujours verte 48 heures après l'action. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut résoudre, même pas résoudre, qu'il faut résister? Est-ce qu'en allant dans des galeries d'art et projetant du colorant ou de l'huile ou je ne sais pas quoi sur des tableaux, c'est comme ça vraiment, ou alors se collant les mains, c'est comme ça? Vous n'allez pas voir les véritables pollueurs? Vous n'allez pas polluer les véritables pollueurs? Est-ce que c'est pas du bon sens de commencer par là, au lieu d'aller polluer les rivières et de polluer les œuvres d'art, par exemple? Franchement, un tout petit peu de bon sens, je vous assure, c'est excellent pour la dépollution, vraiment. On va se retrouver dans un instant avec André Berkoff qui recevra Patrick Haddad, le maire de Sarcelles et auteur de ce livre Nos racines fraternelles, comment les villes-mondes préfigurent la France de demain. C'est aux éditions Librest et puis avec vous aussi au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Les auditeurs du dans tous ces états et avec Angèle de Marseille qui a composé le 0826 300 300 qui voulait revenir sur le wokisme. André. Bonjour Angèle. Oui, monsieur Berkoff, bonjour. Voilà, je vous ai entendu parler avec ce monsieur du Québec, oui. Et donc notamment des toilettes, qui sont un sujet mais énorme. Oui. Donc moi, ça commence en France, hein, les toilettes mixtes. Alors moi, je vais faire hurler tout le monde. Hein. Allez-y. Je vous le dis. Donc les toilettes uniques, je suis absolument contre. Il faut des toilettes séparées. La première raison, c'est qu'on ne fait pas pipi pareil, les hommes et les femmes. Donc, il faut en parler, c'est normal. Et en plus, globalement, les femmes sont quand même plus hygiéniques que les hommes. Moi, je ne mets pas un pied dans les toilettes publiques. Voilà. Ah ouais, d'accord. Tellement c'est crade. Donc, pour moi, c'est une question d'hygiène. Tout simplement, c'est une question d'hygiène et de respect de l'autre. Des différences de l'autre. Que ça plaise ou que ça plaise pas à tous ces gens dont le sujet principal est les toilettes, alors que je viens d'entendre que le glyphosate va être reporté de 10 ans. Donc, franchement, ils ont un problème dans le cerveau, ces gens-là. Hein. Vous vous demandez la question des priorités. Juste, Angèle, pourquoi vous croyez que vous allez faire hurler tout le monde? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec vous. Je sais pas si on est nombreux. C'est-à-dire qu'il faut commencer à lutter contre ces gens qui disent tout et n'importe quoi et qui ne s'occupent pas des vrais problèmes. Comme ces jeunes-là qui vont mettre du produit dans la rivière, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, ils n'ont qu'à s'attaquer à Monsanto, à Bayern, à BASF, à tous ces gens qui, eux, sont des criminels contre l'humanité. Hein. Je le dis. Eh ben, c'est le bon sens. Franchement, quoi. Les toilettes, c'est une affaire de commune. C'est une affaire d'organisation communale, c'est la ville, c'est pas... et puis... on en parlera avec le maire de Sarcelles d'ailleurs, notamment. On a beaucoup d'autres choses à dire. Juste un mot, Angèle, je crois que effectivement, vous savez, malheureusement, je vais accuser personne, mais il est tellement plus facile d'arroser une œuvre d'art avec de l'huile ou n'importe quoi et d'aller jeter des colorants dans une rivière que de s'attaquer aux vrais pollueurs. Toujours pareil, hein. C'est une question de courage, ça, d'abord, et pas seulement de priorité. Merci Angèle, en tout cas. Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Le face-à-face. Et dans ce face-à-face, aujourd'hui, André Berkoff reçoit Patrick Haddad, maire de Sarcelles et auteur de ce livre, Nos racines fraternelles, comment les villes-mondes préfigurent la France de demain. C'est aux éditions Librest. Bonjour Patrick Haddad. Voilà, c'est chez Philippe Ray, effectivement. Patrick Haddad, bonjour. Bonjour. Alors Sarcelles, mais écoutez, Sarcelles, on connaît. Hein. Qui ne connaît pas Sarcelles ? Notamment pour les personnes qui vous ont précédé. Dominique Strauss-Kahn, qui a été 20 ans en politique à Sarcelles, il était député, il a été maire pendant moins de 2 ans, mais député pendant près de 20 ans, et François Pupponi, pendant 20 ans également, jusqu'à vous, Patrick Haddad, et on connaît surtout Sarcelles, non seulement par les personnes qui l'ont dirigé, mais parce que Sarcelles a été très longtemps et est toujours un espèce de miroir où on regarde la France, où on se dit où on en est avec tous les problèmes qui se passent. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, communauté. Et je me rappelais justement en vous recevant, j'ai dit tiens, je vais demander à monsieur le maire rappeler à monsieur le maire de Sarcelles ce que disait en quittant sa mairie, Gérard Collomb, le maire de Lyon, l'ancien maire de Lyon. Il disait, vous savez, on a vécu côte à côte, le vivre ensemble. J'espère, il était PS comme vous, il était parti socialiste, hein, bien sûr. Et il disait, j'espère qu'on ne sera pas bientôt en train de vivre face à face. Je voudrais savoir un peu votre sentiment là-dessus. Mais je trouve que c'est très bien résumé. Et c'est quasiment de cette préoccupation aussi, peut-être pas formulée exactement comme ça, mais ça revient au même, une réflexion sur les fractures françaises, les fractures de notre société. À partir de cette réflexion-là, que j'avais envie d'écrire ce livre, aussi en se disant qu'une ville comme Sarcelles, qui est à la fois très singulière, mais aussi très symbolique, pouvait nous dire des choses, pouvait refléter ce qui se passait en France, et que à la fois témoigner sur ce qu'on observait, sur ce que l'on faisait, sur l'action publique, mais aussi avec des réflexions d'ordre plus général sur la banlieue, sur les inégalités également, sur comment notre société est traversée par la problématique identitaire depuis plus de 20 ans maintenant, de façon, je dirais, aiguë. Communautaire aussi. Communautaire aussi, absolument. Oui. J'essaie de traiter tout ça avec de l'empirisme, en regardant ce que l'on fait sur le terrain, ce que l'on observe, mais aussi avec de la réflexion, en essayant de prendre un peu de recul pour tracer quelques perspectives pour justement réduire les fractures françaises. On va en parler justement, et vous en parlez très bien dans votre livre. Vous dites nos racines fraternelles, ça dit bien ce que ça veut dire. Et puis la ville-monde. Et c'est très intéressant parce que vous abordez effectivement toutes ces dimensions dans votre livre que je recommande et que je conseille. Parce que il y a quelque chose, on le sait, on va pas revenir là-dessus, on en parle du matin au soir, l'archipélisation de la France, la partition, la division, la France est fichue, disent les uns, non, il y a un renouvellement, disent les autres. À Lampedusa, on frappe à la porte. Il y a tout ce qui se passe du point de vue des problèmes de l'abaya, de l'école, du harcèlement. Enfin, vous comme maire et dans une ville comme Sarcelles, vous connaissez tout cela. Oui. Vous pratiquez, vous devez le gérer. C'est votre job. C'est pour ça que les maires, c'est extrêmement important. Combien d'habitants à Sarcelles, juste ? 60 000. 60 000 recensés, allez, 59 000 recensés. Ouais. Comme les recensements ne sont pas très précis, je pense qu'on est plutôt 63 ou 64. Mais enfin, on dit 60 pour faire vite. Alors justement, je voudrais vous demander d'abord, c'est au maire que je m'adresse, entre 2017 et 2023, effectivement, vous abordez votre 6e année maintenant. Bientôt. Oui, bientôt. Qu'est-ce qui, dans votre appréhension, alors vous vivez à Sarcelles depuis très longtemps, je crois. Oui, depuis toujours, depuis 50 ans. D'accord. Et alors qu'est-ce qui en vous, par rapport à ce que vous connaissiez, je suppose que vous connaissez beaucoup de choses vivant en ville, vivant à Sarcelles, mais pour vous, est-ce que les priorités que vous voyez quand vous n'étiez pas encore maire, mais candidat, ou quand vous étiez dans effectivement la pratique de la ville, est-ce qu'elles ont changé, est-ce qu'elles se sont affinées, et si oui, comment et dans quel domaine ? Alors, c'est vrai qu'avant d'être maire, j'avais été adjoint, ça fait plus de 20 ans, presque 25 ans que je suis engagé politiquement. On va dire, donc j'avais suivi notamment toute l'épopée de Dominique Strauss-Kahn. À son arrivée, j'étais encore adolescent, donc j'ai vraiment suivi ça depuis très jeune. Et il y a des choses qui évoluent.
en bien, des choses qui évoluent en moins bien, mais je pense que les grandes priorités restent globalement les mêmes. C'est-à-dire qu'on a besoin, dans des villes comme cela, on a besoin d'investissements publics, d'investissements en règle générale, on a besoin de services publics. On est dans des villes, là, au dernier classement de l'Observatoire des inégalités, on apparaissait comme la 9e ville la plus pauvre d'Île-de-France. Au niveau de la France, on est un peu plus loin, heureusement. Mais quand on est dans ces situations-là, on a besoin de tout le monde, notamment d'avoir l'aide de l'État, l'aide des différentes collectivités. On a besoin d'avoir des investisseurs qui soient présents aussi. Et puis on a besoin, quand on a des gens qui sont à la fois dans des situations sociales plutôt difficiles en moyenne, et puis aussi une très grande diversité de populations d'origine, on a besoin de créer du lien, créer du commun. Et donc ça, cette préoccupation, elle est présente depuis assez longtemps. On retrouve des articles du Nouvel Observateur de 1972 qui parlaient déjà ça, de la diversité. Il y a 50 ans, de la diversité culturelle à Sarcelles et à la fois de la richesse que ça pouvait être et puis des tensions que ça pouvait générer. Donc finalement, c'est pas très différent de ce point de vue, même si il faut toujours mettre l'ouvrage sur le métier. Alors justement, entrons dans le vif du sujet et sans faire tout l'inventaire, il nous faudrait des heures et d'ailleurs ce serait passionnant. Mais Patrick Haddad, au fond, combien, par exemple, à Sarcelles, combien de communautés se coexistent? Quand je dis communauté, aussi bien ethnique que religieuse, que voilà. Oui, c'est toute la complexité. Quand on parle de nationalités, de gens qui ont ça, on arrive à le recenser, hein, le nombre de nationalités. On est bon an mal an au-dessus de 90. 90 nationalités. Oui, c'est ça. Quand on regarde l'ensemble des nationalités des gens, on arrive à plus de 90. Le monde entier, quoi. Mais c'est ça. C'est pour ça que je parle de vie de monde. On a absolument le monde entier. Ce qui est très enrichissant. D'ailleurs, je pense qu'en termes d'empreinte carbone, c'est très bien. Vous voyez le monde entier en restant dans la même ville, donc c'est quand même assez formidable. Après, des communautés. Des écologistes. Hein. Prenez plus l'avion, vous allez à Sarcelles, vous allez connaître le monde. Vous avez tout. On va aller. C'est un bon argument touristique. Je vais le développer. Je vais le reprendre. Après, des communautés organisées, je les regroupe moi un peu par vague d'immigration, et donc c'est plutôt une dizaine, je dirais. Et certaines sont plus structurées que d'autres. Et pour être plus précis encore, je dirais que les 3 grandes religions monothéistes sont très présentes à Sarcelles, avec leurs différentes sensibilités notamment. Je pense à nos amis chrétiens, où il y a à la fois des catholiques, des évangélistes, des chrétiens d'Orient. C'est pas exactement la même pratique, mais enfin ça reste la chrétienté. Et il y a une communauté juive très importante qui est historique et qui est toujours là, même si elle mute. Et puis une communauté musulmane qui est aussi très très importante. Et tout ça, ça fait une particularité qu'on retrouve pas forcément partout. Écoutez, on va continuer à en parler, on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'encore une fois, ici, Sarcelles, c'est la France. En tout cas, la France urbaine, c'est bien cela, et on va en parler après cette petite pause. Et on continue de parler de ces villes-mondes avec Patrick Haddad, qui est notre invité aujourd'hui, le maire de Sarcelles, qui vient nous voir pour ce livre, Nos racines fraternelles. Et puis on sera avec vous aussi au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Les auditeurs, justement, de ces communautés, des 93 nations, vous avez des habitants, en tout cas, originaires de 93 nations. Mais au-delà de ça, on parlait des communautés, des religions, des religions monothéistes, etc. Mais comment faire quand on sait que, je pensais évidemment, et vous connaissez, c'est terrible, j'en parle parce que moi-même, je suis né là-bas, au Liban, et je vois comment au Liban, les signes positifs de ces coexistences religieuses et autres sont transformés en signes négatifs terribles. Et on le sait, enfin, on ne va pas épiloguer là-dessus, et je n'espère pas du tout cela. Mon père est arrivé au moment du mandat français, et c'était vraiment autre chose. Enfin, je veux dire que, est-ce que chez vous, parce que prenons un exemple très précis, mettons, pas les pieds dans le plat, mais on sait très bien qu'à Sarcelles, toute une partie de la communauté juive a quitté Sarcelles pour venir notamment dans le 17e à Paris. On en parle tout le temps, et quand vous allez dans le 17e à Paris, avec les restaurants cachers, ils vous disent « Ah ben nous, on vient de Sarcelles ». Alors je ne dis pas que c'est un exode, mais enfin quand même. Alors, juste sur ce que vous disiez avant, effectivement que le fait d'avoir comme ça plusieurs communautés religieuses et plus généralement une diversité de population, ça peut donner, je dirais, le pire comme le meilleur. Et que pour éviter que ce qui se passe à Sarcelles, qu'il se passe la même chose que ce qui s'est passé au Liban ou ailleurs, nous on a une grande chance dans ce pays, on a le socle républicain et on a les valeurs de la République, et il suffit de les appliquer. Pour moi c'est aussi simple que ça, alors c'est toujours plus difficile à faire, mais enfin, si on veut vraiment le faire, on peut. C'est une grande chance. Appliquer, voilà. Il faut les appliquer avec pédagogie. Hein, c'est pas la laïcité par exemple, c'est pas une arme pour taper sur un tel ou
ou un tel, c'est un principe fédérateur. Il faut le faire respecter, et j'explique un certain nombre de situations qui peuvent se produire et comment on fait pour les résoudre. Sur la communauté juive, les choses en fait sont un peu plus complexes que cela. Là, c'était les fêtes de Rosh Hashanah, de la nouvelle année, donc j'ai fait le tour des synagogues comme je le fais pour chacune des grandes fêtes où on va saluer les fidèles. On évite de faire de la politique dans les lieux de culte, hein, je le dis aussi, c'est important, mais saluer les gens, leur souhaiter la bonne année, de belles fêtes, c'est très bien, c'est normal. Il y a beaucoup de monde encore, hein, de la communauté juive à Sarcelles. Il y a eu un phénomène d'émancipation sociale pour la communauté juive comme pour d'autres, mais comme elle vit assez regroupée, si vous voulez, on retrouve les mêmes qui étaient à Sarcelles, on va les retrouver, ou qui étaient en Seine-Saint-Denis. Malheureusement, il y en a beaucoup moins en Seine-Saint-Denis, à part quelques villes aujourd'hui. On va les retrouver dans le 17e, comme vous le disiez, à Levallois, à Saint-Mandé, etc. Mais vous avez aussi des gens... À part l'émancipation sociale, pardon, il n'y a pas eu quand même, comme un peu ailleurs, des menaces intégristes ou des hostilités. Alors, ça arrive. Ça arrive. Alors, il y a eu un épisode notamment assez difficile en juillet 2014 qui a traumatisé, qui a dû aussi provoquer un certain nombre de départs, mais c'est resté une exception. Vous parlez de quoi? Il y a eu des émeutes, si vous voulez, il y avait en marge de la guerre à Gaza, d'un épisode assez dur de la guerre à Gaza. Vous avez eu des manifestations pro-palestiniennes à Paris, Barbès, rue de la Roquette, et puis ensuite à Sarcelles, qui ont tourné à l'émeute antisémite, sans victime heureusement, mais enfin bon, les cris de mort aux juifs, ça rassure pas évidemment les habitants. Mais ce que je raconte aussi dans le livre, c'est que c'est l'exception, et ça n'est pas la règle de la vie commune qui fait que il y a finalement, tout compte fait, assez peu d'hostilité entre les différentes communautés à Sarcelles, parce qu'un urbanisme plus ouvert qu'ailleurs, parce que les pionniers, hein, j'en parle longuement, il y a des pionniers dans cette ville qui était une ville, le premier grand ensemble construit suite à l'appel de l'abbé Pierre au milieu des années 50. Oui, c'est ça. Ouais, c'est 54, hein, c'est dans la foulée qu'est construit Sarcelles. C'est passionnant, oui. Et d'autres grands ensembles, ça se joue à ce moment-là, c'est pas pour d'abord des rapatriés, c'est d'abord pour des gens qui sont sur le territoire national. 54, la Caisse des dépôts et le ministère du Logement créent ensemble une société pour aménager un certain nombre de grands ensembles, et ils vont tomber un peu par hasard sur Sarcelles, très bien situé, une gare, 15 km de Paris, et construisent 12 500 logements en 20 ans, mais avec toutes les commodités autour. C'est pas un quartier excentré. C'est vraiment à Sarcelles que ça a commencé, enfin notamment. Oui, c'est le plus ancien. Ouais. Et puis il y a une ambition, c'est ce que je dis aussi beaucoup dans le livre, c'est ils demandent à deux architectes, Labourdette et Boileau, ils leur disent, faites-nous la ville du futur. Ils leur disent pas, faites-nous un truc pour parquer les gens qui n'ont pas de logement. Allez, ce sera toujours mieux que des bidonvilles. Non, ils leur disent, faites-nous la ville du futur. On veut toutes les commodités, les écoles, les transports. On veut le logement. On sortait de la guerre, c'était il y a quelques années, quoi. Et on avait cette ambition de faire vraiment la ville de demain. Donc c'est vrai que les logements sont plutôt bien faits et que le plan d'ensemble est intéressant. Et puis sont venus toute une série de vagues d'immigration qui sont arrivées dans une ville dans laquelle il y avait personne. Et donc ils ont créé une vie. Une vie, c'est ce que je raconte. Nos racines fraternelles, ça fait référence à ça, à une vie assez fraternelle avec des gens qui venaient de partout, qui se sont dit, maintenant qu'on est là, on va essayer de faire un truc ensemble où on sera tous bien. Et puis nos racines fraternelles, ça fait aussi référence à la fraternité républicaine, tout simplement, et qui est aux racines de la République. Et donc voilà, sur la communauté juive, vous avez aussi des gens qui ont les moyens de vivre dans le 17e, et tant mieux. Et moi, je suis très content de voir des gens qui progressent socialement. Le but, c'est que les gens partent, s'ils le souhaitent, par choix et pas par contrainte. Donc il fallait absolument faire diminuer le niveau de racisme, d'antisémitisme, de discrimination qui peut arriver à Sarcelles comme ailleurs, plutôt moins qu'ailleurs. Mais parfois le temps n'arrange pas les choses. Et donc c'est l'action politique qui doit aussi prendre le relais de ce que faisaient les pionniers, je crois. Justement, Patrick Haddad, parce qu'on est au centre des problèmes, pas spécialement la communauté juive ou telle ou de telle, enfin au centre des problèmes de ce qu'on appelle l'archipélisation de la France, je dirais pas la dislocation ou la partition. Alors, quelle est votre pédagogie ? Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement calmer, en tout cas le jeu, pas dire on ne va pas tous s'embrasser, c'est pas le paradis sur Terre, mais quand même arriver à diminuer cette zone de violence, d'inquiétude, de rétrécissement, de rétractation, d'assignation à résidence. Oui, tout à fait. Oui, c'est le fond du sujet. Alors, je dirais deux choses, principalement. La première, qui me semble principale et très largement manquante dans notre pays, c'est le fait d'avoir un grand récit.
un grand récit national, un grand projet de société dans lequel on emmène tout le monde. Autrement, chacun se regroupe par affinité. C'est l'archipélisation que décrit très bien Jérôme Fourquet. Et on a la même chose dans une ville. Alors dans une ville, on ne va pas faire le récit national à la place du président de la République, mais on peut faire un récit local. On peut raconter comment c'est... On peut faire un récit de la ville, déjà. De la ville, de l'histoire de la ville. Et puis, moi, je raconte des épisodes que des gens m'ont racontés à une époque où j'étais même pas né, et où vraiment les gens se sont dit, à Sarcelles, il y a vraiment tout le monde et on s'entend bien. Et je leur ai dit, c'est ça l'histoire de notre ville. Donc, et puis, objectivement, quels sont les points de divergence que vous pouvez avoir dans une ville quand vous êtes de confession juive, musulmane ou chrétienne? Vous avez besoin de quoi? Ou athée, évidemment. Vous avez besoin que votre logement soit décent, l'école, le transport, la propreté de la ville, le cadre de vie, la culture, l'éducation. Très bien. Donc, vous avez les mêmes besoins. Donc, et puis de pouvoir remplir votre caddie. Le pouvoir d'achat, évidemment. Et il fallait raconter ça, que notre ville a justement des racines fraternelles et qui nous appartient de les faire vivre. Et puis aussi, dans le discours qu'il faut positiver, même s'il y a des problèmes à résoudre, c'est de faire croire en l'avenir. Et nous, on a une politique, nous, de grands projets, de grands équipements culturels, éducatifs, sportifs. On veut faire de Sarcelles une ville universitaire. Il faut que les gens puissent se projeter dans l'avenir. Sinon, forcément, ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes, fatalement. Et c'est vraiment un des mots principaux de notre pays. Et puis, de façon très concrète, il fallait aussi, et je l'ai fait dès que je suis arrivé, mettre en place un grand plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, dans lequel on va aussi rappeler les principes républicains, faire la pédagogie de la laïcité. On a organisé, par exemple, je prends juste cet exemple-là parce que je l'aime bien, avec l'association Dessiner, Créer, Liberté, qui a été créée par Charlie Hebdo et SOS Racisme, une exposition et des débats dans toutes les maisons de quartier de la ville pour expliquer ce que c'était que la liberté d'expression, les dessins de caricature, avec des dessins que des enfants ont envoyés à la direction de Charlie Hebdo après les attentats de 2015, et d'expliquer ça à toutes les populations, y compris celles pour qui c'est pas spontané de comprendre jusqu'où va la liberté d'expression en France. Et vous voyez, on est complètement intransigeant sur le fond des principes, mais on ne le fait pas en disant vous avez rien compris, on va vous appliquer ça, si vous comprenez pas, vous êtes exclu. Non, on dit attendez, assieds-toi, on va t'expliquer ce que c'est la liberté, tiens, prends un petit goûter, tu vas voir un dessin, voilà. Et vraiment avec la pédagogie, quand on a le lien avec les gens, on arrive à faire passer beaucoup mieux les choses. Eh ben écoutez, la liberté ne se divise pas, et puis la pédagogie de la liberté, c'est une des vertus principales dont on a besoin aujourd'hui. On va continuer à en parler après cette petite pause. On continue de parler vrai sur Sud Radio avec Patrick Haddad, qui est notre invité aujourd'hui, et puis avec vous aussi au 0826 300 300, si vous avez une question, une remarque, un numéro 0826 300 300. Sud Radio, dans votre livre, encore une fois, j'en ai dit le bien que j'en pensais, parce que je pense que c'est toujours bien de parler, non seulement, comme vous disiez, du verre à moitié plein, mais comment peut-être le remplir encore plus. Mais juste un mot, j'ai reçu aussi, et je ne suis pas le seul, votre prédécesseur, François Pupponi, qui a été maire de Sarcelles pendant 20 ans. Et je ne demande pas du tout, c'est pas le problème du jugement de commentaire sur lui ou sur sa gestion. Mais lui, ce qui est intéressant, c'est quand il est passé avec il a fait plusieurs livres, il était assez pessimiste, pas spécialement sur Sarcelles, mais sur justement le vivre ensemble, sur le fait qu'il s'est dit, voilà, nous par exemple on pensait comme Lionel Jospin que la lutte contre le chômage allait diminuer l'insécurité, que on avait un certain nombre de choses, et c'est normal avec une qualité générosité, on va faire le progrès, va abolir les choses, et disait Pupponi, et il est pas le seul, et ben on a vu un peu le contraire arriver. Et justement sur ces questions de chômage, d'insécurité, etc., quand vous expliquez ce que certains de vos pairs PAIRS sont assez pessimistes et disent voilà mon constat, moi encore une fois en tant que maire de Sarcelles, et vous vous dites ok c'est pas facile, mais moi je me bats pour que ça aille mieux, et un peu mieux. Oui, tout à fait. D'abord, je pense que c'est notre rôle de nous battre pour que ça aille mieux. On voit souvent le verre d'eau à moitié vide, en particulier sur les banlieues, parce qu'on voit les problèmes, et c'est vrai qu'on les concentre. Ils existent. Ouais. Et pour moi, il y a un problème majeur, je vais y revenir, c'est celui de la concentration des inégalités, qu'on met toutes les populations pauvres aux mêmes endroits. Et ça, c'est le problème principal. Ce qu'on ne voit pas et qui marche bien, c'est le fait que ce que l'on fait en termes de politique éducative, de
politique sociale, de renouvellement urbain également, ça permet des réussites tout à fait exceptionnelles. Et que vous avez plein de gens qui sont passés par Sarcelles, on en parlait tout à l'heure en disant ils habitent maintenant dans le 17e ou ailleurs, qui ont réussi. C'est aussi une ville tremplin, et j'en parle dans le livre, comme le sont d'autres villes, d'autres banlieues. La Seine-Saint-Denis, c'est aussi un tremplin comme ça, les gens passent par là, et puis ils bénéficient du logement social, ils bénéficient de l'école gratuite, ce dont la France peut s'enorgueillir, et puis ils réussissent, mais ils partent de ces quartiers. Alors on les voit plus ensuite dans les quartiers, donc on dit, donc ils s'invisibilisent, si vous voulez, par rapport, leur réussite s'invisibilise avec leur départ de ces quartiers. Donc ça, il faut le dire, et il faut continuer de le promouvoir et de le faire. Maintenant, pour moi, le problème majeur, il est sur le fait de concentrer les mêmes populations, à la fois pauvres et immigrées, dans les mêmes villes, et c'est peut-être le seul point sur lequel je ne suis pas totalement optimiste aujourd'hui. Je ne suis pas optimiste tant que l'État n'est pas capable de corriger cela. Et je pense que c'est pire en France que dans d'autres pays, en termes de France qui ne se ressemblent pas forcément. Quand vous avez dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, il y en a 1514 en France, le taux de pauvreté est 3 fois plus important qu'en moyenne en France. Voilà, 3 fois plus important. Pourtant, et vous avez 50%, d'un chiffre, vous avez 5% des villes en Ile-de-France qui concentrent 50% du logement social. Ça, c'est un vrai problème structurel, et là-dessus, les maires n'ont pas la main, malheureusement. Il faut avoir une politique beaucoup plus volontariste, égalitaire de l'État, et ça permettra vraiment de changer la donne. Alors, 2 choses là-dessus, Patrick. D'abord, justement, vous dites, regardez quand même, enfin, la France, les soins gratuits, l'éducation gratuite, etc. Il n'y a pas beaucoup de pays qui le font. Alors, comment vous expliquez, j'ai 3 questions, mais elles sont liées. Comment vous expliquez qu'un certain nombre de choses, la France, nique la France et compagnie, et c'est pas seulement caricatural. Il y a des gens qui ont profité, et qui profitent très 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 bien d'un certain nombre d'aides, etc. Et quand je dis d'aide, le système qui consiste à faire que tout le monde, et ça c'est très très bien, puisse profiter, que ce soit l'éducation, les soins, la santé et autres, et les facilités, et que quand même un certain nombre d'entre eux disent allez, racisme systémique, et puis non, la France, je veux pas parler des paroles des rappeurs et compagnie, mais il n'y a pas que. Deuxièmement, vous dites, le vrai problème, c'est le regroupement, effectivement, mais est-ce qu'il n'y a pas... Écoutez, si vous arrivez, je ne sais pas, de Burkina Faso ou ailleurs, mais vous avez envie de rejoindre les familles qui sont avec vous dans le même endroit. C'est ça le problème. Est-ce qu'il n'y a pas quand même culturellement, et moi je peux comprendre ça n'a rien de surtout pas de raciste et autres, mais moi je viens je ne sais pas, d'Algérie, de tel coin de la Tunisie, etc. J'arrive à aller dans les quartiers où j'ai soit de la famille, soit des cousins, soit des gens à côté. Donc, est-ce que ça ne s'est pas fait de façon naturelle ? Alors ça s'est fait en partie de façon naturelle. Ça s'est fait aussi en partie parce que les logements sociaux sont concentrés aux mêmes endroits, et que les gens qui sont en difficulté sociale, forcément, n'ont accès qu'aux logements sociaux. Voire même aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'il y a une crise du logement, et vous avez des gens qui sont sans droit ni titre alors qu'ils travaillent, et qui vivent chez des marchands de sommeil, et aussi vont cibler les mêmes villes où le prix de l'immobilier est bas. Donc oui, il y a une forme d'affinité naturelle, et je dis il ne faut pas la combattre. Les gens, ça leur a permis aussi de s'intégrer. Il faut les accompagner dans ce processus, mais rien n'empêche de faire en sorte que l'effort soit mieux partagé. On n'est pas obligé d'avoir des villes dans lesquelles il y a 70% de logements sociaux. Sarcelles, c'est 55 aujourd'hui, et d'autres dans lesquelles il y en a 8. Ou même quand il y en a 15, c'est essentiellement la catégorie la plus élevée de logement social. Donc on peut avoir ce phénomène de regroupement par affinité, et il peut en même temps être un peu mieux distribués sur le territoire. Mais là pose la question de la coexistence. Oh, tout à fait. Mais les choses vont aussi ensemble. C'est-à-dire que si toutes les populations pauvres et immigrées sont dans les mêmes quartiers, ça crée forcément une forme de défiance. Maintenant, moi, je suis un grand défenseur du modèle français. Je pense qu'on ne le défend pas suffisamment. On n'y croit pas suffisamment. On s'est beaucoup américanisé. Par rapport aux gens qui méprisent. Qui le méprisent. Ils ont tort, quels qu'ils soient. Qu'ils soient pauvres en venant de banlieue. Et il y en a qui pensent pas tout ça. Je veux dire, c'est un phénomène qu'il faut. Enfin, il existe. Oui, il existe, mais c'est souvent les plus bruyants qu'on entend. Je vous prends un exemple. Moi, j'ai réhabilité le 14 juillet à Sarcelles parce qu'on ne le fêtait plus, parce que ça se passait pas bien quand on faisait des feux d'artifice il y a 20 ans, très bien. Mais enfin, on n'est pas obligé de faire que des feux d'artifice. Donc moi, je fais une grande marche républicaine, on traverse toute la ville. Et moi, j'ai des gamins de toutes les maisons de quartier qui viennent du monde entier, et ils sont tous cocorico, bleu, blanc, rouge sur eux. Ils chantent la Marseillaise à tue-tête. Voilà. Et ça chaque année. C'est moi qui l'ai mis en place. Et chaque année, on est plus
nombreux que l'année précédente. Donc il faut faire aimer la France, il faut tenir la promesse égalité républicaine, il faut dire à quel point on a de la chance de vivre dans un pays libre et égalitaire et fraternel. Et il n'y a pas que des gens de banlieue ici, de ces milieux-là, qui n'aiment pas la France. Vous avez aussi des gens qui font une forme de sécession en se disant, de toute façon la France c'est foutu, il n'y a plus que des immigrés, des wokistes, etc. Et moi je vais me planquer dans ma ville de riche et je ne veux plus parler avec personne et je vais me protéger. Et je ne leur veux pas plus qu'aux autres, hein. Je dis simplement qu'il y a un moment où on n'ira nulle part comme ça. Donc il faut bien se poser, partager l'effort et aimer collectivement la France. C'est comme ça qu'on lui rendra service. Et ce que je disais sur le modèle social français, c'est qu'on n'y croit pas assez, qu'on s'est beaucoup américanisé, on s'est beaucoup libéralisé, beaucoup individualisé, et c'était pas ça notre modèle d'origine. Et qu'on peut à la fois, je pense, s'adapter au monde d'aujourd'hui, tout en gardant le socle à la fois de ses valeurs, mais aussi le socle de ce modèle. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une chose, et c'est aux socialistes que je pose la question, Patrick Haddad, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi le phénomène Terra Nova, mais qui datait depuis bien avant Terra Nova? Vous savez, on a vu quand même, et les résultats des élections, c'est pas à vous que j'en céderai. Effectivement, quand le maire est bon et quand le maire fait son boulot, je crois que quelle que soit l'étiquette, les gens suivent parce qu'ils voient le boulot qui a été fait, on le voit pratiquement. Mais quand il y a eu le fait, et on l'a vu, et pour un certain nombre que ce qu'on appelait le prolétariat, bon, il y a beaucoup de choses à dire, enfin, les classes populaires, etc., ont quitté leur camp d'origine, leur camp naturel et légitime pour aller ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que quelque chose a été, peut-être pas cassé, mais en tout cas perdu de ce point de vue-là? Quand vous l'expliquez? Il y a plusieurs questions en fait à l'intérieur de la vôtre. L'insuccès de la gauche, il a été lié à plusieurs choses, notamment sur le dernier gouvernement Hollande. Je pense que les choses sont globalement pas bien passées. Voilà, sinon on s'en serait rendu compte, et François Hollande le premier, avec toute l'amitié que j'ai pour lui, il se serait représenté aux élections. Donc ce quinquennat n'a pas été un quinquennat, je veux dire, d'efficacité, de transformation sociale. Et puis précédemment, la victoire de Lionel Jospin en 97, on a quand même eu un assentiment populaire qui est bien. On a, vous le disiez tout à l'heure, en faisant référence à mon prédécesseur, où on était vraiment dans le même camp tous ensemble à ce moment-là. Oui. Il y a des performances économiques et sociales qui sont fort intéressantes, et j'y reviens dans ce livre. Et il a manqué, je crois, on manque ensuite de second souffle, de leadership, de capacité aussi à comprendre les évolutions de la société. Il faut garder ses racines sociales, cette politique qui est au cœur de la gauche, qui doit transformer la promesse égalitaire, notamment vis-à-vis des classes populaires. Donc il faut leur parler, il faut être capable de faire en sorte que les ouvriers, les employés s'en sortent mieux, et que quand on fait pas ça, forcément ça se passe moins bien. Mais après vous faisiez référence à Terra Nova, qui proposait de substituer la problématique sociale, la problématique identitaire, etc., à une problématique sociale, et qui est une vraie erreur. Alors, je suis pas sûr que, en réalité, le discours Terra Nova ait eu un vrai impact chez les élus de terrain ou même au sein du Parti socialiste. Il est beaucoup repris par les gens de droite qui disent voilà ce qui est devenu le Parti socialiste. C'était un rapport qui n'engageait que les rédacteurs de Terra Nova. On voit et je suis pas sûr quand même. Aux élections nationales, pas aux élections locales, le Parti socialiste résiste plutôt bien. Patrick Haddad, donc il n'y a pas ce cynisme généralisé, si vous voulez. Vous remuez le couteau dans la plaie, André, c'est pas sympa. Étaient les régions, étaient les départements, étaient les mairies. Bien sûr qu'il y en a. On va parler de ça. On a perdu le pouvoir au niveau national. C'est ce que je veux dire. J'ai plein de collègues à qui je rends un peu hommage dans le bouquin, et j'en profite pour le faire à l'antenne, qui font un très bon travail localement, tout en restant profondément socialiste. C'est au niveau national où, au bout d'un moment, on a perdu notre souffle, notre énergie, on s'est technocratisé et éloigné du peuple. C'est ça qui s'est passé. Tout à fait. On a Jean-Claude André qui veut réagir ou vous poser une question à monsieur le maire. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Oui, monsieur Berkov, bonjour. Monsieur le maire de Sarcelles, bonjour. Déjà, je ne vous connais pas et je connais un petit peu Sarcelles, mais je voulais vous dire félicitations, parce que c'est pas évident. Alors, j'avais une question, voire deux à vous poser. Allez-y. Comment faites-vous alors, j'avais dit à votre standardiste, Paris n'est pas la France, et Sarcelles, j'ai l'impression, en vous entendant, c'est une commune, c'est une commune plaisante et idéale. Bon, je plaisante un peu, mais je voulais vous poser la question. Comment faites-vous, monsieur le maire, pour avoir cette, comment dirais-je, cette osmose et cette réunion, et vous l'avez dit vous-même, de toutes catégories socio-professionnelles et ethniques. Alors, la question est simple. Est-ce que vous avez su garder dans votre ville
de vrais contacts, une vraie présence, je dirais, du pouvoir public. Je parle de la poste, je parle d'autres choses. Et est-ce qu'au niveau des associations... Service public, pardon. Et est-ce qu'au niveau des associations, je le pense, est-ce que vous avez effectivement quand même un droit de regard sur les associations? Sur les associations, parce que je sais que dans certaines villes, les associations sont plus ou moins importantes. Elles représentent plus ou moins... Bien sûr. Voilà. Oui, je comprends, Jean-Claude. On va demander à Patrick Haddad de répondre. Donc, effectivement, l'osmose et les associations. Oui, tout à fait. Alors, vous dites qu'il y a une commune idéale, etc. J'ai pas cette prétention, tout ne va pas bien, on est dans une ville pauvre, mais il y a plein de choses à faire, il y a une vraie énergie et il faut tirer la ville vers le haut. Il faut effectivement rester proche des gens, c'est ce que je dis souvent, il faut rester proche des gens, proche du tissu associatif, travailler avec eux et en même temps le faire avec des principes qui sont clairs. Vous voyez, souvent on souffre de l'un ou de l'autre des manques, c'est-à-dire on est proche des gens mais finalement on abandonne tous les principes. Allez, je le dis, manifester samedi en disant pour la baya ou contre l'interdiction de la baya, c'est absurde, c'est anti-républicain au possible. On peut être proche des gens sans leur dire qu'ils ont raison quand ils ont tort. Donc, vous ne faites pas du racolage électoral. Non, vraiment pas. Et en même temps, voilà, les principes sont fondamentaux et il faut le faire avec la pédagogie en restant proche des gens, du tissu associatif. On a voté ça avant qu'il y ait une transformation législative, une charte de la laïcité et des valeurs de la République appliquée à toutes les associations qui parfois ont une dimension communautaire. Tant que c'est de l'affinitaire, que les gens se retrouvent entre eux, ils ont besoin de préserver une partie de leur culture d'origine, pas de problème. Toujours garder une ouverture vers les autres. On a un très grand forum associatif en début d'année dans lequel j'ai fait en sorte qu'il y ait vraiment tout le monde, de façon à ce qu'il y ait des échanges, qu'il y ait de l'interaction. Et ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut contribuer à un projet d'intérêt général. On a son association, on a ses membres, très bien, son champ d'action, mais on est aussi partie prenante d'un plus grand projet municipal. Et ça aussi, ça crée du lien. Justement, vous avez quand même, en tant que maire, en tant que responsable, beaucoup de pression d'associations qui veulent des subventions, qui veulent ceci. Le tri, c'est quoi? C'est les valeurs de la République? C'est quoi le tri? Oui, c'est les valeurs de la République, absolument. C'est les sommes qui doivent correspondre aussi à la qualité des projets qui sont présentés. Oui, tout à fait. Et ce que je leur dis aussi, c'est la capacité à contribuer à l'intérêt général, à ne pas s'enfermer. Et effectivement, si on a une association qui va s'écarter des principes de la République, on va lui expliquer que c'est pas possible. Qui essaye de faire de l'intégrisme sous le masque de telle ou de telle chose ou autre chose. Ça peut arriver, oui, tout à fait. Il faut toujours être vigilant, pas faire de procès d'intention aux gens, mais toujours être vigilant sur ce qu'ils font, en particulier avec de l'argent public. Tout à fait. Merci Jean-Claude pour votre question. On va se retrouver dans un instant au 0826 300 300. Nous serons en direct avec Samy. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tout... Que si vous prévoyez les choses avant. Et c'est vrai que c'est un des grands problèmes de notre temps. Et pour faire le lien avec ce que je raconte dans le livre, et une ville comme Sarcelles ou comme d'autres, c'est que les villes les plus pauvres, vous avez les populations les plus fragiles, sont souvent celles qui payent le plus lourd tribut à l'arrivée. Parce que quand le pouvoir d'achat il baisse et qu'il est déjà pas très élevé chez vous, forcément c'est pire. Sur la crise sanitaire, on avait des populations avec une précarité en termes de santé qui ont été impactées de façon plus importante qu'ailleurs, des familles nombreuses, etc. Vous voyez, donc nous on les vit au premier rang ces crises et on regrette l'époque, même si je ne suis pas nostalgique de tout, loin de là, où l'État était capable d'avoir une vraie stratégie industrielle, comme sur les grands sujets régaliens, être capable d'organiser la France plutôt que de la subir. Et qui ne déléguaient pas tout leur pouvoir à des conseils en communication ou en gestion. Absolument. Donc on revient au facteur humain. Aussi, on revient au facteur humain, absolument. Et puis on revient entre le global et le local, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est que le monde qui s'est beaucoup libéralisé comme ça a aussi créé beaucoup d'inégalités, des grands groupes qui ont très bien gagné leur vie, des gens qui se sont précarisés, et que les gens qui sont précarisés, ils habitent tous au même endroit. Alors dans les banlieues, mais je pense aussi au périurbain, une partie du rural. Il ne faut pas opposer, absolument, il ne faut pas opposer ces parties populaires de la France. Et pour revenir à une de vos questions, la gauche arrivera à revenir au pouvoir le jour où elle réussira l'alliance entre ces différentes franges populaires de la population qui ont quasiment tout en commun, même si elles se connaissent pas, elles se côtoient pas suffisamment. Donc rappelez que le quartier populaire, c'est pas seulement la Seine-Saint-Denis, mais aussi la Creuse. Absolument. Faut le rappeler. En tout cas, vous avez réussi quelque chose, je crois, vraiment en disant votre livre, c'est penser globalement, agir localement.
C'est René Dubos. Merci beaucoup, c'est ce que j'essaye de faire. Un grand merci à vous, André. Je suis juste un truc, j'aimerais vous offrir un t-shirt, parce que je vois que vous faites la promotion de vos invités. Donc vous aurez un t-shirt Sarcelles dans pas longtemps si ça vous embête pas. Et je le porte. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick Haddad, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maire de Sarcelles et que ce livre est disponible. Nos racines fraternelles, comment les villes-mondes préfigurent la France de demain. C'est aux éditions Philippe Ray. C'est disponible en librairie. Allez tous l'acheter. Et puis là, vous allez vous retrouver avec Brigitte Lahaie sur un autre sujet. Sommes-nous tous de plus en plus bisexuels? C'est une question à laquelle